Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler des animés de 2021. 2021 a été une grande année pour les animés et j'en ai personnellement regardé beaucoup et c'est donc pour ça que je fais une petite vidéo dans laquelle je vais parler des flops et des tops de cette année 2021. Durant cette année remplie de nouveautés, j'ai pu voir 82 animés ou films d'animation. Dans ces derniers, j'en ai fini ou je suis en train d'en finir 50 et j'en ai arrêté ou mis en pause 32 autres que j'ai pour le coup moins aimé. Je vais parler rapidement de quelques petits animés qui m'ont déçu cette année. Je vais tout d'abord parler de Horimiya. Horimiya qui est une romance de Global que j'attendais plus tôt car le synopsis m'intéressait, mais l'adaptation de ce manga a été un peu ratée. Visuellement c'est plutôt joli, mais le fait que l'anime a rush le manga, ça fait que le scénario était un peu ennuyant. On n'a pas le temps de s'imprégner des personnages et des relations, tout va trop vite et ça fait du coup qu'on sort de l'anime et du coup personnellement quand je suis sorti de l'anime j'ai pas réussi à revenir dedans et ça a fait que malgré le début qui était plutôt intéressant, malgré le rush, la suite était vraiment pas intéressant et du coup j'ai été déçu de cette romance Horimiya. J'imagine que le manga est mieux mais en tout cas l'adaptation animée d'Horimiya a été pour moi une déception de cette année. Une de mes autres déceptions de cette année, c'est Take Up Destiny, qui est une coproduction entre Madhouse et Mappa, qui visuellement donnait très envie avec les différents trailers qu'il y avait eu, et même le scénario me disait bien, je me disais que ça allait être sympa comme scénario, que l'idée de mélanger du combat à de la musique, ça pouvait être intéressant, mais dans les faits, au niveau visuel, le problème est que c'est plutôt joli, mais que la coproduction fait qu'il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres, qu'en fait que c'est pas constant au niveau de la qualité, il y a certains moments qui sont un peu bizarres, mais il y a quand même des beaux moments très jolis visuellement, mais comme d'autres moments qui sont un peu moins intéressants, donc déjà visuellement c'est un peu décevant, mais ce qui m'a vraiment déçu c'est le scénario. J'ai trouvé que cet animé Take Up Destiny est vide de sens, le scénario est très peu intéressant et vraiment on est bientôt à la fin de la série et j'ai l'impression qu'on n'avance pas dans l'histoire, que les personnages sont vraiment vides de sens et du coup en fait ça fait vraiment un animé qui est vide. Et je trouve ça tellement décevant, j'attendais pas mal de cet animé et finalement le scénario m'a vraiment déçu. Et vu que visuellement ça tient la route mais c'est pas non plus incroyable à cause de la coproduction, ça fait que cet animé m'a vraiment déçu. Donc Take Up Destiny, je suis un peu déçu de cet animé. Enfin, un des plus gros flops de cette année pour moi, c'est Blue Period. Alors pour le coup, je n'étais pas trop hype par cet animé parce qu'en fait, quand j'ai vu les trailers, je me suis dit que c'était quand même bizarre. Je trouvais que ça bougeait pas beaucoup, ça bougeait juste sur quelques instants, on dirait vraiment qu'il y avait qu'une ou deux scènes qui étaient animées, et je trouvais déjà que c'était assez spécial, et surtout que le studio qui était en charge de cet animé avait été en charge de Arte, que j'avais pas aimé du tout, que j'avais arrêté au bout d'un épisode tellement c'était lent, qui était donc dans le thème de l'art comme Blue Period, qui avait vraiment déjà un problème de rythme. En fait dès le début c'était vraiment, ça bougeait très peu, c'était très bizarre en fait, donc je me suis dit qu'en fait Blue Period ça allait être un peu une adaptation ratée. Je n'ai pas lu encore le manga et je vais sûrement le lire du coup, mais l'animé est vraiment raté je trouve, même en tant qu'animé only, ça se voit que c'est pas comme le manga, que c'est trop rushé, que ça saute des trucs. En fait le scénario a l'air intéressant, mais quand on regarde l'animé, on s'ennuie en fait. Je ne sais pas si Blue Period est fait pour être un animé, mais en tout cas, j'ai vraiment été déçu de cette adaptation, j'en attendais vraiment pas grand chose à cause des trailers, et du coup ça fait que Blue Period en animé n'est pas vraiment appréciable à voir. Et je vous invite tous à lire le manga, qui a l'air pour le coup beaucoup plus posé, beaucoup plus développé en fait au niveau des personnages, et c'est ce que je vais faire du coup. Mais du coup Blue Period vraiment en animé, je trouve ça, et c'est vraiment dommage de le dire, décevant. Décevant du point de vue de quelqu'un qui a déjà lu le manga, mais décevant aussi du point de vue de quelqu'un qui a vu que l'animé. Donc c'est vraiment un problème je trouve, que même moi qui n'ai pas lu le manga, je n'arrive pas à être emporté par Blue Period, alors que je suis sûr que si je lis le manga, je vais être emporté. Donc Blue Period pour le coup je n'ai pas eu le courage de le finir en animé, mais je vais le lire en manga. Je finirai peut-être l'animé un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu. Maintenant que je vous ai parlé de mes flops animés de 2021, je vais maintenant vous parler de mes tops des animés de 2021, mais juste avant je vais vous parler de
ce qui était proche d'être dans mon top des animés 2021. Donc je vais vous parler de Tsuki to Laika to Nosferatu, qui est un animé de cette saison qui est vraiment très bon. L'histoire nous parle dans un contexte de guerre entre deux superpuissances, d'un candidat astronaute, Lev, qui va s'occuper de la vampire Irina Duminescu dans le cadre d'une mission spatiale dans laquelle elle va être la première personne humaine qui va aller dans l'espace. Le truc particulier, c'est qu'elle est donc une vampire, et ce qui fait qu'il y a un peu une sorte de méprise des personnes qui s'occupent d'elle, sauf du coup de Lev qui lui la considère comme une humaine, et il va tout faire pour qu'elle réussisse à réaliser son rêve qui est d'aller dans l'espace. Je trouve que cet animé est très touchant et je trouve que du coup la production est plutôt sympa. Il y a certains moments qui sont plutôt jolis et aussi les OST de cet animé sont vraiment sympas, donc je vous conseille grandement Tsuki to Laika to Nosferatu ou Irina The Vampire Cosmonaut. Je voulais vous parler également d'un film, Jose Totora to Sakanatachi. On va suivre Tsuneo, un étudiant passionné de plongée qui va rencontrer José, une jeune fille paraplégique. On va suivre donc l'évolution de cette relation, mais surtout l'évolution de José qui va devenir de moins en moins introverti, qui va devenir de plus en plus ouverte au monde malgré son handicap. Donc c'est un film très beau, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai trouvé très touchant et très marquant. C'est vraiment un des films d'animation que j'ai le plus préféré, et surtout je trouve que les musiques vont bien, les chara-design sont très bien, l'animation aussi, le scénario est très bien et il a vraiment une bonne durée, je trouve. Il n'y a pas de longueur dans ce film, ni l'impression que ces personnages ne sont pas assez développés. Et aussi la conclusion, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une histoire qui est très touchante et très marquante. Donc je vous invite vraiment à voir ce film si vous ne l'avez pas vu, car je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier. On va maintenant rentrer dans mon top 10 des animés de 2021, avec en 10e place, To Your Eternity. To Your Eternity ou Fumetsu no Anatae est un animé de Brain Base. Au niveau du synopsis, on va suivre un être immortel qui arrive sur Terre, qui va se transformer en loup puis en humain et va découvrir petit à petit les bases de l'humanité. Ce long voyage va être accompagné de nombreuses expériences et rencontres qui vont façonner son humanité. Donc cette première saison en 20 épisodes est un très bon animé de cette année. Au niveau des musiques et de l'animation, c'est vraiment très bien. Il y a quelques fulgurances, mais sinon l'animé est plutôt bon visuellement. Et au niveau de l'histoire, on suit cet immortel nommé Im, qui va donc rencontrer différentes personnes. Il va donc avoir plusieurs arcs concentrés sur ces rencontres. Et ce qui va se passer par la suite va être qu'il va avancer au fur et à mesure et rencontrer de nouvelles personnes. Et ce qui va être spécial dans cet animé, c'est les rencontres qu'il va faire vont mener à différents dangers qu'il va devoir affronter. Et surtout les différents événements qui vont arriver vont le faire évoluer d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive à un endroit, il a en fait cette faculté d'être immortel qui va surprendre les habitants, et ça va faire qu'il va rencontrer des personnes, etc. et qu'il va se passer différentes choses. Cet animé est très marquant et assez triste parfois, mais vraiment c'est une expérience vraiment, on a vraiment des rencontres sociales et vraiment marquantes à chaque fois. Marquant, c'est le mot de cet animé. Il y a donc plusieurs arcs et mon arc préféré est quand même l'arc centré sur le personnage de Gugu, qui est vraiment un arc très particulier. Je trouve que Gugu représente très bien cet arc, et surtout en fait du coup Gugu c'est vraiment un personnage qui aurait pu être un protagoniste d'animé ou de manga, qui est vraiment un personnage exceptionnel, vraiment quelqu'un de fortement humain, et ça se ressent. Et vraiment Gugu c'est vraiment un personnage vraiment shonen qui est prêt à tout pour les autres et qui en démord jamais, qui est toujours battant. Et vraiment, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup marqué personnellement, et je pense que ça a marqué pas mal de gens qui ont vu To Your Eternity. Mais vraiment, Gugu, c'est vraiment un personnage assez particulier, mais assez fort en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cet arc. Il y a eu quelques moments où j'ai un petit peu moins aimé, ce qui fait qu'il n'est qu'à la 10e place. Mais j'ai quand même, dans la globalité, tout le temps aimé To Your Eternity. C'est juste qu'il y a quelques moments de certains arcs qui étaient un peu moins percutants, je trouve. Mais vraiment, je trouve que cette saison est vraiment, c'est une très bonne saison 1 qui donne vraiment envie de voir la suite. La saison 2 est déjà annoncée et j'ai très hâte de la voir, car du coup la saison 1 m'a vraiment marqué, et j'espère que la suite sera du même niveau. En tout cas, c'est assez singulier, ça nous fait ressentir différentes émotions et surtout ça surprend. Et du coup, pour toutes ces raisons, je vous conseille de voir To Your Eternity.
c'est vraiment quelque chose à regarder qui marque un petit peu. Donc voilà, c'est disponible sur ADN et Crunchyroll. C'est en 20 épisodes et il y aura bientôt une saison 2 en 2022. En 9ème place, j'ai décidé de mettre Bishunen Tantedan ou Pretty Boy Detective Club. 探し物かね。美少年探偵団といういかがわしい名称の団体が私の在学する私立指輪学園中等部において何やら秘密裏に活動しているらしい。今気づいたよ。君はとても美しい目をしているね。もっともその実態はようとして知れない。そうよ、探し物をしているの。手伝っていただいてもよろしくて。Un animé de Shaft qui s'occupe notamment des Monogatari, et je précise cela car vraiment Pretty Boy Detective Club, c'est un peu dans l'idée des Monogatari. Et c'est important de préciser quand on suit une équipe de jeunes jolis détectives, et c'est important de préciser jolis détectives car ce club est vraiment basé sur la beauté dans la façon qu'ils ont de faire les missions, etc. La beauté est beaucoup remise en avant et vraiment c'est un thème particulier de cet animé. On suit donc une jeune recrue, Mayumi Dojima, qui a fait appel à ce groupe pour retrouver l'étoile qu'elle avait vue quand elle était enfant. On va suivre donc ce groupe résoudre différentes enquêtes qui sont un peu particulières. Donc vraiment au niveau de la DA, on retrouve vraiment les Monogatari avec des Kira Design qui sont pour le coup assez particuliers, qui sont peut-être un peu révoltants pour certains, mais personnellement j'ai beaucoup aimé ces Kira Design. Donc à mon avis c'est un peu en fonction de chacun si les gens aiment ces Kira Design ou non. Mais je vous invite quand même à voir cet animé pour tout ce qu'il raconte. Chaque histoire a une solution mais surtout une explication, un peu comme les Monogatari en fait. Sauf que cette fois-ci on a vraiment une direction artistique très particulière et surtout qui marque. Vraiment tous les personnages ont quelque chose d'intéressant à dire et tout ce qui est relié de près ou de loin à la beauté dans cet animé a une signification et vraiment cet animé en 12 épisodes m'a marqué. Donc je vous invite à le voir, c'est disponible sur Wakanim. C'est assez particulier à rentrer dedans mais quand on est dedans, on voit vraiment toute la beauté visuelle et surtout la beauté du scénario qui est proposé et je trouve que c'est vraiment un animé qui vaut le coup d'œil. En 8ème position, j'ai décidé de mettre Kobayashi Dragon Maid saison 2. Donc cette deuxième saison de Kobayashi Dragon Maid met en place un nouveau personnage, Ilulu, et donc cette saison 2 est vraiment visuellement incroyable. Vraiment cet animé, la saison 1 était déjà assez folle au niveau de la direction artistique, mais là je trouve qu'ils ont fait encore mieux et vraiment que chaque épisode il y a vraiment des sakuga incroyables, il y a vraiment des sakuga pour pas grand chose des fois, même pour des bras de fer, des choses comme ça vraiment. Je trouve que visuellement c'est vraiment incroyable ce qui se passe et ça fait qu'il y a des épisodes qui sont carrément presque basés sur ça. Il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment, on dirait vraiment pour que le studio Kyoto Animation flex en fait. Genre l'épisode où on voit Kana qui se balade en ville, vraiment c'est visuellement, j'ai jamais vu ça vraiment je crois. Cet animé m'a vraiment marqué. En tout cas cette année c'est vraiment je pense l'animé visuellement qui rend le mieux. Tout le temps il y a du mouvement, tout le temps il y a des énormes sakuga qui se passent. C'est vraiment incroyable ce qui se passe visuellement. Et au niveau du scénario, je trouve que ça va plus en avant comparé à l'ancienne saison. Chaque personnage est encore plus développé qu'avant et du coup ça fait que cet animé vraiment visuellement est dingue et au niveau du scénario c'est encore mieux que la saison 1 que du coup j'ai vu juste avant du coup cette saison 2 et que j'ai pour le coup apprécié même si elle était déjà très bien. Vraiment cette saison 2 c'est vraiment exemplaire ce qui s'est passé et ça signe un retour de Kyoto Animation qui est un des meilleurs studios de la Japanimation et qui le prouve encore une fois avec cette production qui est vraiment exceptionnelle. Ça bouge tout le temps, il y a toujours du mouvement, même au niveau du scénario, au niveau de la comédie, tout est en action et tout se passe bien, même quand il y a des moments un peu plus calmes, c'est toujours bien. Cette saison 2 c'est vraiment un sans faute et du coup j'espère que la suite qui arrivera sûrement sera encore meilleure, mais bon c'est vraiment déjà si on arrive à garder ce niveau de qualité pour la suite, je trouverais déjà vraiment que c'est déjà assez bien. Donc Kobayashi, je vous invite à voir la saison 1 et également du coup la saison 2, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim. En 7ème position, j'ai décidé de mettre Beastar saison 2.
小論だけで強くなれるほど世界は甘くないぞ。強くなればなるほど不幸になっていくお前、僕はもう見ていられないよ。こんな最後を迎えるために生きてきたんじゃない。生き抜け俺。ルイ先輩、あなたがいたから俺は怪物にならずに済んだんだ。呪いを解いてくれ。レゴシ、ヒーローになれよ。Du coup, pareil pour Beastar, j'ai découvert durant cette année, mais j'ai vu donc la saison 1 puis la saison 2 juste après. Mais en tout cas, au niveau du coup de Beastar, j'ai beaucoup apprécié le scénario en fait. Le scénario qui est donc un mélange action et school life. Dans cet anime où il y a des animaux qui ont une apparence humaine, cet anime met vraiment en avant en fait un peu la différence entre carnivore et herbivore. Le fait que les carnivores dans cette société doivent se retenir de manger de la viande. Je trouve que c'est un très beau message au niveau de l'acceptance des autres, au niveau de tout ce qui concerne du coup la consommation de viande. Vraiment tout ce thème entre carnivore et herbivore est très bien traité dans cet animé, tout en allant dans cette saison 2 du coup une relation amoureuse, des histoires un peu de mafia, vraiment des combats, une enquête. Il y a trop de choses qui se passent dans Beastar et vraiment c'est trop bien. En plus c'est une production en 3D faite par le studio Orange qui est sublime et j'ai pas encore parlé des OST qui sont vraiment parfaites. Vraiment cette saison 2 est au niveau de la saison 1 voire encore mieux. Et vraiment Beastar je trouve que c'est trop bien écrit, ça arrive à parler de relations, ça arrive à parler de tellement de choses mais de la bonne façon. Donc voilà. Je vous invite vraiment à voir Beastar, c'est disponible sur Netflix. Et il y a bientôt la saison 3 qui va arriver, qui sera normalement la saison finale. Et j'espère que ce sera tout aussi bien. En 6ème position, j'ai décidé de mettre la saison 5 de My Hero Academia. 俺がお前たちを育ててやる。現状維持は交代と同義語。昨日の自分を追い越してみせろ。ヒーローとは絶えず加速するもののことだ。僕の出せる最大速度で前へ。ヴィランの思い通りには絶対にならない。ナンバーワンを超えるために、ヒーローに足る人間になるために、さらに向こうへ。J'attendais beaucoup cette saison car du coup j'adore My Hero Academia et notamment cette saison 5 était du coup le début un peu des hostilités avec donc l'arc My Villain Academia qui est un arc qui est vraiment une composante du début de la deuxième partie de My Hero Academia. Il y avait donc deux autres arcs qui m'intéressaient un petit peu moins qui étaient donc 1A vs 1B et l'arc qui suivait My Villain Academia qui était donc l'arc du stage de Nevor. Contrairement à beaucoup, j'ai apprécié cette saison 5 de My Hero Academia pour plusieurs choses. Déjà, j'ai trouvé qu'en fait l'arc 1A vs 1B était déjà beaucoup plus agréable à suivre en animé qu'en manga. Parce qu'en manga, il était vraiment assez mauvais en fait. Le problème c'était que Horikoshi n'était pas le meilleur de sa forme et ça faisait qu'en fait cet arc 1A vs 1B était très peu intéressant, il racontait rien du tout en fait. Et même les pages n'étaient pas superbes, enfin il y avait pas mal de défauts. Et Bones a mis le paquet sur cet arc. Ce qui a fait qu'en fait il y en a eu énormément de moments stylés dans cet arc, il y a beaucoup de Sakuga, et ce qui a fait qu'au final cet arc 1A vs 1B était agréable à regarder. Bones a décidé après de faire un changement d'arc, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire l'arc Stage Endeavor avant l'arc My Villain Academia. Personnellement je n'étais pas contre l'idée car en fait ces deux arcs qui sont un peu séparés des uns des autres et en retravaillant un tout petit peu le scénario, Bones pouvait échanger ses arcs, ce qui permettait notamment d'enchaîner l'arc My Villain Academia avec l'arc War qui sera donc dans la saison 6. Et c'est ce qu'ils ont fait plutôt habilement. En tant qu'anime, j'ai demandé à différentes personnes et ils n'ont pas spécialement été spoilés de ce qui se passait après à cause de ce changement d'arc, donc il n'y a pas eu de souci au niveau de ça. Et ça a permis de garder My Villain Academia pour la fin de la saison. Donc pour My Villain Academia, on s'est retrouvé environ avec 6 épisodes pour une vingtaine de chapitres, ce qui fait en soi pas beaucoup pour un arc comme My Villain Academia, mais en vrai c'était pas très gênant parce qu'en fait même si l'arc adaptait 4 chapitres par épisode, ça faisait qu'en fait, vu que c'est un arc qui est quand même concentré beaucoup sur des combats, c'était pas gênant en fait. On a réussi à voir quasiment tout de cet arc MVA, et donc cet arc MVA, en dehors de quelques scènes qui ont été enlevées qui sont un peu dommages, surtout une en particulier qui est donc spoiler, en fait l'entrée de Rodestro. J'ai juste trouvé que cette scène était manquante et que c'était dommage parce qu'en fait ça nous permettait un peu de voir qui était Rodestro, en fait le rôle qu'il avait. Et du coup je trouve ça dommage pour la compréhension des anime only, ce qui était Rodestro à cause de ce moment en fait.
Mais sinon, il y a d'autres scènes qui ont été enlevées, comme le tout début de My Villain Academia ou une scène de torture un peu. Ça a été enlevé évidemment pour la censure. En fait, toutes les scènes qui ont été enlevées, et c'est évident que ça soit ça, c'est enlevé parce qu'en fait, My Hero Academia, ça s'est diffusé au Japon en heure d'écoute normale. C'est en fait comme si les enfants, quand ils rentrent à la maison au Japon, ils ont My Hero Academia. Donc, My Hero Academia ne peut pas se permettre de diffuser à la télé des scènes qui étaient donc dans ces scènes qui étaient un peu présentes, qui étaient des scènes qui étaient un peu choquantes en fait, et qui diffèrent un peu du reste de MHA, et qui sont clairement pas utiles, je trouve. En fait, je sais même pas si c'est vraiment une intention de Bones, c'est plus une intention de la télé qui voulait un peu censurer ces moments qui n'étaient pas spécialement utiles. Je trouvais juste que même en dehors de la scène un peu choquante, ils auraient pu peut-être garder vraiment la scène d'intro de Rodestro parce que c'est expliquer un peu qui était le personnage, ça rend un peu le personnage un peu plus intéressant. Mais en dehors de ça, vraiment, ça n'a pas gêné qu'ils enlèvent des moments en fait. Surtout que c'est très peu de scènes au final et c'est pas des scènes non plus. Enfin, c'est des scènes un peu marquantes, mais c'est pas des scènes qui changent tout MHA non plus. Donc ça m'a pas gêné au niveau de ça, et au niveau du reste, l'arc MVA est vraiment bien respecté. C'est comme j'imaginais, un peu fait sous un angle de récit historique. Mais au niveau des Sakuga, il y a vraiment beaucoup de Sakuga. Au niveau des scènes marquantes, je trouve que c'est très bien respecté. Il y a eu quelques petits problèmes un peu de production, mais franchement, c'est rien. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette saison de MHA, mais vraiment, c'est très bien. C'est même mieux que la saison 4 de MHA qui était un peu en dessous pour moi. La saison 3 même. Je trouve vraiment que la saison 5 renoue un peu avec d'autres saisons qui étaient meilleures, et surtout je trouve que l'animé est constant en fait, et elle arrive à garder constant malgré ces changements un peu de vision qui est un peu MVA. En fait, MHA arrive à être constant et surtout ne pas trop déplaire aux animés only qui sont pas spécialement adeptes de l'arc MVA et qui peuvent très bien ne pas aimer parce que c'est assez différent du reste de MHA. Je trouve que du coup cette saison est un peu essayer de garder un peu ses spectateurs, mais je trouve que c'est très très satisfaisant. J'ai beaucoup aimé cet arc et j'ai beaucoup aimé les autres arcs de cette saison que j'ai préféré au manga en fait. Et donc pour toutes ces raisons, ça fait que MHA est à la 6ème place et que j'espère qu'il sera encore plus haut avec du coup la saison 6 qui est vraiment la saison que j'attends le plus parce que c'est du coup l'arc de guerre qui est vraiment un arc très marquant et qui va normalement durer toute la saison et qui sera un arc vraiment majeur dans MHA en fait, et qui marque vraiment la fin de cette partie 1 de MHA, et on rentre dans la deuxième et peut-être dernière partie de MHA. Donc je venais d'avoir MHA et notamment cette saison 5, c'est disponible sur ADN. En 5ème position, j'ai décidé de mettre Hanma Baki, Sons of Ogre. La 3ème saison Netflix de Baki. Je précise saison Netflix parce qu'évidemment Baki, il faut tout d'abord regarder Grappler Baki qui est une saison plus longue en fait, qui est le début de Baki et ce qui explique un peu tout le lore et le scénario. Et je vous invite vraiment, si vous avez vu Baki uniquement les saisons disponibles sur Netflix, je vous invite vraiment à regarder Grappler Baki qui est en fait tout le début du scénario de Baki et qui est extrêmement important pour comprendre la suite. Personnellement j'avais vu juste les saisons sur Netflix et ce qui faisait qu'en fait je comprenais pas trop le personnage de Baki. Et après avoir vu Grappler Baki, tout s'explique vu qu'évidemment c'était le début de l'histoire. Et ça fait que j'ai beaucoup plus apprécié cette saison 3 de Baki. Donc déjà, Baki Sons of Ogre, en comptant Grappler Baki et les 2 saisons de Baki sur Netflix, Baki Sons of Ogre est ma saison préférée de Baki. En fait, je trouve qu'on arrive vraiment à retrouver le Baki de Grappler Baki, en fait le Baki qui a une émotion. En fait, Baki, dans la saison 1 et 2 sur Netflix, était un peu mis en retrait, je trouve, et là, du coup, on a vraiment un arc qui est beaucoup plus concentré sur lui, et en fait, on retrouve un peu sa personnalité qu'il avait au départ, en fait, donc Grappler Baki. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. On a un peu vraiment le Baki un peu prétentieux, mais un peu drôle, un peu vraiment, on ressent un peu Baki, en fait, on ressent pourquoi il veut se battre, on ressent un peu aussi sa détermination, avec donc les nouvelles techniques qu'il expérimente, comme le shadowboxing, vraiment un épisode qui est vraiment incroyable. Vraiment l'épisode sur le shadowboxing, il était trop marrant, et surtout trop bien. En fait, toutes ces saisons est trop bien. Déjà, au niveau de la production, c'est beaucoup mieux qu'avant. Vraiment, cette saison, je trouve qu'il y a vraiment eu un step-up de la production, ce qui est assez rare pour du coup une saison 3 d'un animé sur Netflix.
vraiment la production a step up et je trouve qu'ils ont vraiment mis les moyens pour cette saison, qui est donc un peu une saison un peu transition vers, à mon avis, un combat qui va venir entre donc Yujiro et Baki. Et vraiment on voit un peu donc l'entraînement de Baki dans une prison. En fait, Baki va aller dans une prison pour se battre et vraiment ça va nous faire rencontrer de nouveaux personnages. On va voir un peu plus aussi en détail Oliva Biscuit, qui est un personnage assez intéressant. Donc Baki va vraiment aller dans cette prison pour l'affronter en fait. Il va affronter donc Unshade, Oliva Biscuit, qui est vraiment un personnage qui est surpuissant et va réussir à l'affronter. Et évidemment, je vais pas vous dire la suite parce que du coup c'est vers la fin de la saison évidemment. Mais en tout cas, les nouveaux personnages sont super intéressants. Ça arrive vraiment à être drôle à la fois, tout en racontant quelque chose. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans Baki. C'est vraiment le combat, l'aspect comédie, mais aussi tout ce que ça raconte autour, au niveau des techniques de combat, au niveau un peu des idées qui se préparent, un peu au niveau de pourquoi les gens se battent. Si vous aimez bien les histoires qui parlent vraiment de combat et de la puissance dans tous ces états, donc j'invite grandement à voir Baki dans son ensemble et notamment cette nouvelle saison de Baki Sons of Ogre. En 4ème position, j'ai décidé de mettre Eion Sedai no Idaten Tachi. よかろうかかってくるがよい Une production de Mappa qui a vraiment été surprenante de mon côté, car du coup je n'attendais pas spécialement cet animé. En fait j'attendais surtout que cet animé me surprenne au niveau du scénario, car visuellement les trailers donnaient extrêmement envie, mais du coup j'ai eu la surprise d'avoir agréablement aimé du coup le scénario qui était autour de cet animé. Donc tout d'abord on va parler évidemment de l'animation qui est vraiment exceptionnelle. Mappa a fait du gros boulot sur cette production. C'est peut-être l'une des productions, voire la production que j'ai le plus préférée, car en dehors d'être quelque chose de très beau au niveau de termes de Sakuga, etc., je trouve que au niveau de la colorimétrie, il y a beaucoup d'idées. En fait, il y a beaucoup de couleurs assez différentes, c'est assez marqué en fait. Donc ça fait quelque chose d'assez coloré, mais en même temps une très belle animation avec beaucoup de Sakuga et beaucoup de combats en fait, donc beaucoup d'actions qui se passent. Donc j'ai beaucoup apprécié du coup cette production, même au niveau des OST, elles sont très sympas. C'est vraiment des OST qui sont très bien pour le combat, etc. Donc pour un peu d'autres émotions à dire. Donc vraiment au niveau de tout ça, j'ai pas eu de soucis. On suit donc en fait des Idaten, un peu des humains un peu immortels, qui en fait vont affronter des démons, donc des démons qui se préparent pour un peu attaquer un peu l'humanité. Donc ils vont se préparer à ça. Donc ça parle de beaucoup de choses, ça parle de trahison, ça parle d'humanité, ça parle de démons, d'humains, ça parle de beaucoup de choses en fait. Donc j'ai trouvé déjà ça, des thèmes qui sont traités intéressants, mais ça arrive à être un peu comique à la fois tout en ayant un air assez sérieux, notamment à la fin de cette saison 1 d'Idaten, vraiment un ton très sérieux, c'est assez violent, donc j'invite pas tout le monde à voir ça, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont assez peu violentes on va dire, mais ça reste quand même du combat en grande partie, tout en ayant un peu un scénario intéressant, car du coup, à la tête des démons, il y a une démon qui est assez intelligente et qui a des idées un peu spéciales des fois, mais elle est très maligne en tout cas. Il y a quelques scènes un peu spéciales quand même, mais sinon ça reste vraiment visuellement incroyable. Et au niveau du scénario, je trouve que ça part vraiment dans un délire un peu spécial et j'ai très hâte de la saison 2. En fait, tout ce qui a été amené à la fin de cette saison 1 montre vraiment que la saison 2 va vraiment être encore mieux que la saison 1. Je sais pas ce qui va se passer exactement, mais j'ai très hâte. Donc vraiment, j'espère qu'ils vont prendre leur temps pour cette saison 2 quand même, parce qu'ils ont pris pas mal de temps, j'ai l'impression, sur cette production, parce qu'elle est vraiment très bien finie. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire que c'est vraiment une bonne surprise et j'ai très hâte de la suite. Donc je vais aller voir Eion Sedai no Idaten Tachi, c'est disponible sur Crunchyroll. Donc on rentre enfin dans mon top 3 des animés de 2021, avec en 3ème place Odd Taxi.
Odd Taxi, qui est une coproduction entre les studios OLM et Pix, nous sommes dans une histoire où les humains sont des animaux. On va suivre un chauffeur de taxi morse, Odokawa, qui a une vie assez banale, mais qui va être mêlé à une affaire avec des voyous, etc. Vraiment une affaire un peu judiciaire qui va se passer tout au long de cette saison. Alors j'ai beaucoup apprécié Odd Taxi pour différentes choses. Donc déjà, la direction artistique est très propre. On dirait vraiment un peu une sorte de cartoon américain, notamment avec l'opening. Je trouve vraiment que Odd Taxi a vraiment cette ambiance un peu de cartoon américain. Je sais pas comment expliquer cela, mais en tout cas c'est très posé, très calme. Au niveau de l'ambiance générale. Au niveau de la direction artistique, c'est vraiment très simple mais très joli. Et donc on suit cette histoire. On va donc découvrir au fur et à mesure différents personnages. Le fait qu'Odokawa soit chauffeur de taxi va nous permettre également de découvrir les personnages qui vont rencontrer Odokawa, différentes choses qui vont se passer vis-à-vis de ce taxi, vis-à-vis de ce métier. Cette affaire va évoluer dans un sens assez particulier, ce qui fait que chaque épisode, ça monte un petit peu en pression, mais tout doucement vraiment. Je trouve que le rythme de Odd Taxi est un rythme parfait. Je trouve qu'il arrive à nous donner envie de regarder la suite tout en démarrant assez calmement, mais vraiment on sent que ça monte de plus en plus par la suite, il y a de plus en plus de choses qui se passent et à la fin on a un final qui vraiment m'a troublé. En fait je m'y attendais tellement pas à ce final, je vais pas vous spoiler parce qu'évidemment faut que vous regardez Odd Taxi, mais le final de Odd Taxi est un sans faute. Je trouve que c'est trop bien amené. Et vraiment, ça m'a surpris et ça m'a agréablement surpris. Odd Taxi, ça arrive à nous parler de tellement de thèmes avec une ambiance tellement bien retranscrite dans cet animé. Et au niveau de la gestion du rythme et donc de l'histoire, c'est vraiment parfait. Les personnages sont assez bien développés et ont tous une importance. Et vraiment, en tout cas, OLM et Pix ont fait un très bon boulot sur cet animé. Donc je vous invite grandement à voir Odd Taxi. C'est assez singulier et je pense que ça peut plaire à énormément de gens, rien qu'avec en fait sa façon d'amener les choses. Donc je vous invite grandement à voir Odd Taxi, c'est disponible sur Crunchyroll, c'est en 13 épisodes et c'est vraiment une affaire assez spéciale dans un monde assez particulier. En deuxième place, nous avons un animé que j'ai voulu longtemps mettre en première place mais qui s'est fait détrôner. Mon deuxième animé préféré de l'année est donc Kaibyu Ramune, Dr Ramune Mysterious Disease Specialist. 俺がそれを治す医者海病医ラムネ先生だ。ふざけないでください。それからお聞きしたいことがあります。言ったでしょ、賞賛のない勝負はしないって。いらっしゃいラムちゃん。またそんな荒療治を。けどまあ最後に選ぶのは本人だ。どんな未来を望むのか自分のために選ばねえとダメなんだよ。Kaibyu Ramune. Kaibyu Ramune est donc un animé de Platinum Vision dans laquelle nous suivons Ramune qui va s'occuper de différentes maladies de ses clients qui sont liées de près ou de loin à un événement qui s'est passé dans leur vie. Pleurer de la mayonnaise, avoir des ongles en forme de piment, différentes maladies très spéciales que Ramune va essayer de régler. J'ai adoré cet animé du début à la fin. Ça ressemble un peu au Monogatari, évidemment, dans lequel on suit des personnes régler des problèmes des gens qui ont des problèmes liés à leur vie en fait. Sauf que dans Kaibyu Ramune, on a un peu plus ce côté comédie et action à la fois, qui fait que c'est beaucoup plus dynamique et qu'en fait, je trouve que Ramune est un personnage excellent. Il arrive à être comique à la fois, mais tout en ayant un peu cette attitude un peu shonen, un peu je vais me battre un peu pour mes clients, je vais prendre des risques. Il a aussi un peu ce côté spécial tout en ayant cet air un peu passionné et c'est le genre de protagoniste que j'adore. Il est accompagné de son assistant Kuro qui lui est un peu l'inverse de lui, c'est un peu en fait le côté un peu plus froid. En fait ce duo m'a fait un peu penser au duo de Mob Psycho, donc Rengen et Mob, sauf qu'en fait du coup Kuro n'a pas spécialement de pouvoir comme Mob, mais il a un peu ce côté un peu timide, un peu réservé des autres, il n'a pas spécialement d'amis non plus, comparé au côté un peu plus enjoué de Ramune qui me fait un peu penser à Reigen en fait. Donc vraiment ça me fait un peu penser à ce duo là. J'ai aussi adoré les OST de cet animé. Elles sont vraiment parfaites je trouve et elles correspondent très bien vraiment à tout ce qui se passe. Les maladies sont assez spéciales mais ce qui les provoque, ça permet d'évoquer des thèmes assez différents. On peut parler de stress, on peut parler de mort, on peut parler d'infidélité, vraiment différents thèmes assez larges. Donc c'est ça que j'aime bien dans Kaibyu Ramune également, c'est que chaque client parle vraiment d'un thème différent. C'est vraiment des clients de Ramune qui sont assez spéciaux et qui ont tous une particularité. J'ai apprécié chaque histoire et notamment les histoires où il va un peu plus loin qu'un épisode. L'arc sur Shun Aona, c'est vraiment, on va dire, le meilleur également. Vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable, c'était vraiment un sans faute.
cette partie-là, sur ce client si particulier qui avait un rêve lui aussi particulier. On a donc vraiment que des qualités, il y a également la mise en scène qui est super, donc vraiment Kaiju Ramune, j'ai adoré de bout en bout dans tous les domaines. Donc je vous conseille vivement de voir Kaiju Ramune, c'est disponible sur Crunchyroll et c'est vraiment pour moi un anime qui a été parfait de bout en bout. Mais récemment, il y a un anime qui a fait encore mieux. Un anime que je n'attendais pas spécialement et qui n'est même pas encore fini, mais qui est exceptionnel dans tous les domaines. Je parle bien entendu du roi, du seul, de l'unique Usama Ranking. Usama Ranking ou Ranking of King est une production de Wit Studio. Dans cet anime, nous suivons Bojji, un prince héritier du trône qui veut devenir le meilleur roi du monde. Malheureusement, des choses vont arriver et il va perdre son titre de roi héritier et va donc essayer de tout faire pour le récupérer. Il va être accompagné de Kage, une oncle qui fait partie à la base d'un clan d'assassins. Donc Usama Ranking, c'est exceptionnel. Pourquoi? Déjà, c'est une production de Wit Studio, mais une production incroyable qui fait que chaque épisode est meilleur que l'autre. Mais surtout des sakuga, un style qui ressemble un peu au film Ghibli, des idées de réalisation tellement particulières qui font que cet anime est tellement spécial. Les chara-designs sont aussi magnifiques et vraiment le chara-design de Bojji est tellement parfait. Je trouve vraiment suivant un tout petit prince qui va se battre contre des géants, contre des monstres, et au départ sa seule force ça va être son esquive. La VF est également d'exception. On a une VF qui est en plus de cela présente en même temps que la voix FR sur Wakanim. On a donc une VF d'exception pour un anime d'exception dans tous les domaines. Le scénario est extrêmement bien écrit, on suit tous les personnages d'une façon bien particulière et vraiment on a des rebondissements, on a des alliances, des pactes, des trahisons, beaucoup de choses comme ça, et ça traite déjà d'énormément de thèmes. La saison 1 n'est pas encore finie et se finira en 2022, mais tout ce que je peux dire c'est que vraiment c'est parfait de bout en bout. Il n'y a aucun défaut que je peux citer à Usama Ranking pour l'instant. Donc Usama Ranking, c'est pour moi l'anime de l'année. Je vous conseille vivement à tous d'aller le voir car c'est vraiment exceptionnel et c'est disponible sur Wakanim. Voilà pour mon top des animés de l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir quelques pépites à aller voir et j'espère également que vous avez pu découvrir de nombreux animés durant cette année. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des animés qui vous ont particulièrement marqué durant cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!